Le 6 et 7 avril prochain à Philadelphie en Pennsylvanie se tiendra le plus grand show de l'année, WrestleMania. Ce show légendaire que tout le monde attend, qui est vu comme Super Bowl du catch, que les catcheurs voient comme la quête ultime à accomplir. Car depuis des années, avoir sa place sur la carte n'est pas donné à tout le monde. Même si depuis WrestleMania 36, le show a lieu sur 2 nuits. Donc on peut se dire que sur le papier, la quête est plus facile à atteindre. Mais en réalité, pas vraiment, ça reste toujours difficile d'obtenir sa place et il faut donc se battre pour l'obtenir. Beaucoup d'entre vous, moi y compris, on connaît WrestleMania et l'importance du show pour la WWE. Mais il y a 40 ans de cela, lorsque WrestleMania a vu le jour, personne à l'époque pensait que WrestleMania allait devenir un show incroyable qui aurait lieu tous les ans et que beaucoup de catcheurs allaient écrire leur légende dans un ring de WrestleMania. What's up et Catch Addict, c'est Jimbo, et pour continuer notre mois spécial WrestleMania, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur WrestleMania, premier du nom. Bon, je vous cache pas les Catch Addicts, cette vidéo était un vrai défi pour moi. Car à cette époque, comme pour beaucoup d'entre vous, je n'étais pas né, je suis de 1991. De plus, le catch en 1985 est totalement différent du catch d'aujourd'hui. À cette époque, les fédérations de catch étaient indépendantes et elles étaient regroupées sous forme de territoires. Et toutes ces fédérations formaient une alliance, la NWA. Et parmi toutes les fédérations de catch présentes aux États-Unis, il y en a une qui ne fait pas partie de la NWA. Au contraire, elle est la concurrente directe de cette alliance, la WWF. Bien sûr, quand on parle de concurrence, on parle forcément de lutte pour le pouvoir afin de devenir le leader. Vince McMahon va donc créer le tout premier WrestleMania afin de concurrencer la NWA. Et pour promouvoir son show, ce dernier va mettre toutes les chances de son côté. Car si WrestleMania est un événement qui met en avant le catch en proposant des matchs plus dingues les uns que les autres afin de mettre en avant les catcheurs, il ne faut pas oublier le plus important les Catch Addicts, WrestleMania reste avant tout un spectacle qui doit faire découvrir le catch à un maximum de personnes. Et quel meilleur moyen de faire connaître le catch à un maximum de personnes que de faire venir des célébrités pour que ces derniers participent à l'événement. Donc pour donner envie aux gens de venir voir le premier WrestleMania, on utilisait déjà cette technique avec la présence de Mohamed Ali ou encore Mr. T qui sera dans le main event aux côtés du visage de la WWF, Hulk Hogan. Ce qui a donné naissance à la Rock and Wrestling Era, l'association entre le catch et la musique. Et c'est le 31 mars 1985 dans le légendaire Madison Square Garden de New York que la WWF nous accueille pour le premier WrestleMania de l'histoire. À cette époque, le show n'était pas retransmis sous forme de pay-per-view qu'on connaît maintenant. Pas du tout les Catch Addicts, le show était retransmis dans des salles de cinéma. Perso, j'aimerais tellement voir un WrestleMania dans une salle de cinéma, ça pourrait être fun en vrai. Et WrestleMania va réussir sa mission puisque le show sera vu par plus d'1 million de spectateurs. Du côté du Madison Square Garden, même si d'un point de vue visuel la salle semble petite, elle va quand même accueillir 19 121 personnes. Maintenant que les bases sont posées, les Catch Addicts, il est temps de passer à la carte de ce premier WrestleMania. Et spoiler alert, les Catch Addicts, les matchs sont totalement différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Bon, après on était en 1985, tu t'attendais à quoi Jimbo? Et pour ouvrir la soirée, on va avoir un match qui va opposer Tito Santana à Executioner. Tito Santana était un catcheur américain d'origine mexicaine qui était un grand nom de l'époque qui était très apprécié par les fans. Il revient d'un règne de champion intercontinental qui a malheureusement perdu contre un catcheur qu'on verra plus tard, un certain Greg Valentine. Mais quoi qu'il en soit, avec ce règne de champion, Tito Santana devient le premier catcheur américano-mexicain à avoir remporté le titre intercontinental de la WWF. C'est donc à lui que revient la tâche d'ouvrir le show le plus important de la WWF. Même si Tito Santana voyait sa place sur la carte comme un manque de respect, les officiels ne voyaient pas ça du même œil car pour eux Tito Santana avait le talent nécessaire pour proposer un match de qualité pour hyper les fans. Déjà à cette époque, le match d'ouverture avait de l'importance, donc on le donne pas à n'importe qui, on le donne à des gens de confiance. Malheureusement pour Tito Santana, sa route de WrestleMania ne va pas croiser celle de son rival de l'époque et champion intercontinental Greg Valentine. À la place, il fera face à The Executioner, plus connu sous le nom de Buddy Rose. Le match en soi n'est pas mauvais, ça se regarde, c'est loin d'être le plus mauvais match de la soirée. Malheureusement pour The Executioner, il n'arrive pas à suivre Tito Santana qui est beaucoup trop rapide pour lui. Et au bout de 4 minutes de combat, Tito Santana va coincer The Executioner dans une prise en 4 pour réussir à le faire abandonner et repartir avec la première victoire de l'histoire de WrestleMania. WrestleMania va donc s'ouvrir avec la victoire du favori de la foule, mais malheureusement tout va changer d'un claquement de doigts.
car le prochain combat sera une confrontation entre SD Jones et le monstre King Kong Bundy. Et à la différence du match précédent qui était un match plutôt correct, ce match est clairement un massacre. Car en à peine 9 minutes, King Kong Bundy va battre SD Jones avec un splash. Même si officiellement le match dure plus longtemps, mais les officiels ont voulu faire en sorte que le match dure moins de 10 secondes, donc on l'arrondit à 9 secondes. C'est tout simple. Après on chipote un peu, car le match ne sert qu'à une seule chose, c'est de mettre King Kong Bundy en avant. Afin qu'il soit présenté comme un monstre que personne ne peut arrêter. Un monstre que seul le super-héros, le leader de la Hulkamania, Hulk Hogan, arrivera à stopper. Après ce match qui n'est pas vraiment un match mais plutôt une petite pause pipi, il est temps de passer au prochain combat. Avec Ricky Steamboat qui va affronter Matt Burn, plus connu sous la gimmick de... Accrochez-vous bien et catchadite, roulement de tambour. Doing the Clown. Je ne plaisante pas les catchadites. C'est la vérité, Doing the Clown participe au premier WrestleMania, dans un des meilleurs matchs de la soirée en plus. Mais le problème, c'est niveau catch en général, et c'est vraiment le point faible du show. Et celui qui ressortira grandi de ce match, c'est nul autre que Ricky Steamboat. Car il va nous faire une incroyable performance durant le match, ce qui va lancer son ascension au sein de la WWF. Après, quand on parle de mon match de catch, on parle également du perdant qui a su faire le nécessaire pour mettre son adversaire en avant. Et dans le cas de Matt Burn, l'objectif est atteint, il vend très bien les prises de Ricky Steamboat, ce qui le crédibilise encore plus. Donc dans l'ensemble, le match est plutôt bon. Avec Ricky Steamboat vainqueur du match, ce qui va lancer sa carrière et le conduire vers le titre intercontinental. Bon, maintenant qu'on a eu un bon match, il est temps de passer à un match qui est totalement à l'opposé de celui qu'on vient de voir. Brutus Beefcake, accompagné par Johnny Valiant, fait face à David Sammartino, qui sera accompagné par nul autre que son père et la légende Bruno Sammartino. Personnellement, je pense qu'on connaît tous Brutus Beefcake. Catcheur ayant la gimmick d'un barbier durant la fin des années 80, aux côtés de Hulk Hogan ou encore Ultimate Warrior. Alors que son adversaire, David Sammartino, y est inconnu au bataillon. Et ça fait mal car il est quand même le fils du champion au règne le plus long d'histoire, un règne que Roman Reigns n'égalera pas, ça c'est sûr, à savoir Bruno Sammartino. Malheureusement, David Sammartino aura une carrière qui sera à des années-lumière derrière celui de son père, et il va montrer déjà à cette époque que d'être le fils d'une légende n'ouvre pas toutes les portes. Et ce match va être parfait exemple car même si Bruno Sammartino sera aux abords du ring pour encourager son fils, d'ailleurs David Sammartino recevra une ovation de la part du public grâce à son père, mais malheureusement le match est très mauvais. Déjà qu'on a droit à un match assez long, plus de 10 minutes, quand même c'est un des matchs les plus longs de la soirée. Pour au final avoir un match très lent avec des prises qui durent une éternité. Sans déconner, Catchalit, on est à deux doigts de s'endormir pendant le combat. Même si Bruno Sammartino va intervenir parce que de l'autre côté Johnny Valiant va se mêler du combat, le résultat est donc une double disqualification, mais le public s'en fiche totalement car ils ont vu Bruno Sammartino en action. Après ce match ennuyant, il est temps de passer au premier match de championnat de l'histoire de WrestleMania. Et le titre qui va avoir cet honneur est le titre de champion intercontinental. Comme je l'ai dit précédemment, le champion de l'époque est un certain Greg Valentine qui va défendre son titre intercontinental non contre l'ancien champion Tito Santana, mais contre un ami de l'ancien champion, le Rocky Hard Dog. Et pour le premier match de championnat de l'histoire de WrestleMania, je suis assez déçu. Car le match est à la star de la soirée, c'est-à-dire qu'il n'est pas incroyable, ce qui fait que ce match n'est pas resté dans les mémoires. De plus, Greg Valentine va tricher pour gagner, puisqu'il va s'appuyer sur les cordes. Comme quoi, un champion qui triche pour gagner ne date pas d'hier. Mais ce n'est pas fini les catchadites. Car l'ancien champion intercontinental Tito Santana va arriver et dire à l'arbitre qu'il y a eu tricherie. Et comme ça, d'un claquement de doigts, l'arbitre décide de relancer le match, mais comme Greg Valentine est toujours à l'extérieur, il va être décompté jusqu'au compte de 10. Ce qui fait que le grand vainqueur de ce match n'est d'autre que Rocky Hard Dog, et suite à cette victoire, le public pense qu'on vient de voir un changement de titre, donc on va avoir une ovation envers le nouveau champion. Mais quel nouveau champion? La victoire est par décompte à l'extérieur, donc Greg Valentine reste champion intercontinental. Et c'est assez comique de voir que le public ne connaît pas les règles, alors qu'à cette époque, le catch était quand même populaire. Et ce match montre clairement que WrestleMania est avant toute chose un spectacle plutôt qu'un show de catch que l'on connaît maintenant. On va pas s'arrêter en si bon chemin, non?
Avec les titres par équipe qui seront remis en jeu, les champions par équipe et futurs Hall of Famers de la WWE et US Express défendront leur titre contre Nikolai Volkov et Iron Sheik. Vu comme lors du match précédent on a eu droit de la triche, devinez ce qui va se passer les catch addicts. Iron Sheik va frapper Barry Windham avec une canne pour permettre à Nikolai Volkov de faire le tomber et permettre à son équipe de repartir avec les titres de champion. Et là on va aller dans la compréhensibilité totale. Car le manager de The US Express, Lou Albano, va expliquer à l'arbitre qu'il y a eu tricherie et qu'il veut refaire le match. En soi, c'est assez logique, il y a eu tricherie, donc comme lors du match précédent, on doit refaire le match. Mais là, l'arbitre s'en fiche totalement et maintient sa décision en donnant la victoire à Nikolai Volkov et Iron Sheik pour ainsi avoir le premier changement de titre de l'histoire de WrestleMania. Continuons d'écrire l'histoire en apportant une petite touche française à ce WrestleMania premier du nom avec le match de notre géant national, André le Géant. Et ce match est un des matchs les plus importants de ce WrestleMania puisqu'il s'agit d'un Body Slam Challenge entre André le Géant et Big John Studd. En gros, pas de tombée ni de soumission. Le seul moyen de remporter le match est de porter un Body Slam sur son adversaire. Mais ce n'est pas tout, car si André le Géant gagne le match, il quitte WrestleMania avec 15 000 $ en poche. En revanche, si jamais il perd le match, il doit prendre sa retraite. En soi, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un match entre deux géants. Mais pas que, car il faut savoir que dans les années 80, André le Géant, ce n'est pas n'importe qui, c'est une véritable attraction. Les fans voulaient voir ce géant de plus de 2 mètres et se dire qu'après ce match, il pourrait prendre sa retraite, c'était quelque chose d'assez dur. Et on aura donc droit à un match très lent entre André le Géant et Big John Studd. Après c'est normal, c'est un match entre deux géants, faut pas s'attendre à des dingueries. Et après avoir enchaîné plusieurs coups de genoux pour affaiblir les appuis de son adversaire, André le Géant parvient à porter un body slam sur Big John Studd afin de remporter le match et les 15 000 $ qui allaient avec. Et comme André est face, il va vouloir partager sa victoire en distribuant l'argent au canier jusqu'à ce que Bobby Heenan lui vole l'argent et part avec. Un moment assez drôle qui fait plaisir avec la victoire de notre géant français. Après ce moment, il est temps de repasser aux choses sérieuses avec un nouveau match. Et pour la troisième et dernière fois de la soirée, on se dirige vers un match de championnat qui va mettre à l'honneur le titre féminin qui sera remis en jeu entre Wendy Richter et Ia Nikai. Perso, avant de voir le match, je ne savais pas qui étaient ces deux catcheuses. Après, je vous rappelle qu'on était en 1985, j'étais pas né, donc c'est assez logique que je connaissais pas ces deux catcheuses. De plus, à cette époque, la WWE ne mettait pas autant en avant son roster féminin que maintenant. Mais cela ne m'a pas empêché de faire quelques recherches. En 1984, la WWF rachète les droits d'utilisation du championnat féminin qui appartenait à NWA, et la championne de l'époque c'était à Fabulous Moolah qui devient ainsi la première championne de la WWF. Une rivalité va éclater entre Lou Albano et la chanteuse Cyndi Lauper, car la rivalité rentre dans le cadre de la Rock and Wrestling Connection. Un match sera organisé entre Wendy Richter et la Fabulous Moolah pour le titre féminin, match que Wendy Richter va remporter pour devenir la nouvelle championne. Après avoir perdu le titre, Moolah va rentrer en rivalité avec la championne et Cyndi Lauper, mais pas en tant que combattante, mais en tant que manageuse de la nouvelle challengeuse, Ia Nikai. Kai remporte le titre en février 1985 et un match revanche est donc prévu pour WrestleMania, faisant de ce match le premier match féminin de l'histoire de WrestleMania. Bien sûr, Cyndi Lauper sera présente, ce qui va permettre de mettre le catch féminin en avant. Une méthode que la WWF et plus tard la WWE ne va pas hésiter à utiliser afin de faire venir davantage de monde afin de faire connaître son produit. Et sur un contre du crossbody de Kai, Richter fait le tombé gagnant pour devenir la nouvelle championne et on aura droit à une célébration entre Wendy Richter et Cyndi Lauper. Voilà, c'est tout, pas grand chose à retenir de ce match. Et voilà les catch addicts, il est temps de passer au main event de ce premier WrestleMania. Alors qu'il est le champion de la WWF, tout le monde pensait que Hulk Hogan allait défendre son titre dans le main event, mais à la place, il fera équipe avec Mr. T dans un match tag team contre Paul Orndorff et Roddy Piper. Et quel meilleur moyen de donner encore plus d'importance à ce main event que de faire venir Mohamed Ali qui sera intronisé Hall of Fame cette année pour être l'un des arbitres spéciaux du match. Hulk Hogan et Mr. T seront accompagnés par Jimmy Snuka, alors que Paul Orndorff et Roddy Piper seront accompagnés par Bob Orton, le papa de Randy Orton. Et avec la présence de ces deux catcheurs, on se doute bien qu'à tout moment le match va être un sacré bordel. Et c'est juste les catch addicts, ce match est un véritable bordel.
Bien que le match ne soit pas le plus fou en termes de catch, ce match va quand même nous gratifier d'images qui resteront dans nos mémoires. Malheureusement, l'arbitre officiel du match, le légendaire Pat Patterson, va avoir du pain sur la planche. Car comme dit précédemment, le match va partir dans tous les sens, ce qui va rendre la tâche de Pat Patterson assez compliquée en termes de respect des règles. Après une phase d'avantage de Roddy Piper et de Power Orndorff, il est temps de mettre un terme au match. Bob Orton va vouloir intervenir en portant un coup avec son bras plâtré pour mettre KO Hulk Hogan, mais Hogan esquive et c'est Orndorff qui va manger le coup et être KO, ce qui va permettre à Hulk Hogan de faire le tomber. Et remporter aux côtés de Mr. T le premier main event de l'histoire de WrestleMania. Après cette victoire, le public est chaud comme un braise. Normal, c'est les gentils qui ont remporté le match, et surtout le main event. Hulk Hogan et Mr. T vont célébrer leur victoire aux côtés de Mohamed Ali et de Liberace pour mettre fin au premier WrestleMania de l'histoire. Un show qui de base a été créé pour attirer un maximum de public et faire découvrir le catch à des gens qui ne connaissent rien au produit, va devenir petit à petit un show important jusqu'à devenir le show le plus important et le plus attendu pour tous. Mais tout ça n'aurait jamais eu lieu si WrestleMania premier du nom n'avait jamais vu le jour. J'espère que cette vidéo vous a plu car c'était un véritable défi pour moi de revenir sur un show aussi loin que WrestleMania 1. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je compte consacrer ce mois de mars exclusivement à WrestleMania, donc pour moi c'était assez nécessaire de revenir au premier WrestleMania de l'histoire de la WWE. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau parler du plus grand show de l'histoire de la WWE. Mais en attendant, n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.